ça que je vous demande de... Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a la chance d'avoir des vrais sachants qui sont avec nous aujourd'hui et je vais les présenter tout à l'heure. Mais aussi, je tiens à dire qu'on va peut-être faire différemment aujourd'hui parce qu'en dehors en plus de ces sachants et de ces panélistes qui sont là, on a la chance d'avoir d'autres sachants dans la salle. Donc, je voudrais mettre aussi à contribution. Je vais commencer avec mon ami Jean-Pierre Favenec, à qui j'ai demandé certainement d'intervenir. On a la chance d'avoir Mamadou Ibra Kane. Je vais l'utiliser comme celui qui va faire la synthèse avant que je ne fasse la synthèse définitive. Voilà. Donc, je le challenge tout de suite. Voilà, pour m'assurer qu'il va suivre. Il va être obligé de suivre tous les débats. Donc, j'ai Abdoulaziz. Je vais le mettre à contribution. Donc, je vous prépare à vous préparer à intervenir. Avant d'appeler les panélistes, je voudrais peut-être revenir sur un certain nombre de choses pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, encore une fois, des hydrocarbures. Il faut d'abord savoir que le Sénégal, ça fait depuis les années 50, on fait de la recherche. Depuis les années 50, on explore. Quand on vous dit que chaque puits-forêt coûte entre 50 et 100 milliards et qu'on a foré plus de 180 puits, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que ça fait beaucoup, beaucoup de milliards. C'est avec ça qu'il faut d'abord comprendre pourquoi, s'il fallait faire toute cette recherche tout seul, eh bien, il y a beaucoup d'hôpitaux qui n'auraient pas vu le jour. Donc, rien que cela doit être clair dans la tête des Sénégalais que pour faire cette recherche-là, il nous faut des partenaires. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment, j'aimerais que vous gardez ça en tête. Pourquoi on a besoin de majors pour nous aider dans la recherche. D'autant plus qu'on n'a que entre 9 et 10% de réussite. Si on regarde sur les 180 puits qui ont été forés, on a aujourd'hui que 4 champs où on est sûr qu'on va trouver du produit. Donc quand vous regardez ça, vous dites que c'est un taux relativement faible et c'est peut-être un des taux les plus faibles, d'autant plus si on regarde par rapport à la masse d'argent qu'il faut mettre pour faire avancer ces projets. Alors, donc on a la chance d'avoir découvert du gaz et du pétrole. Je commence par le gaz parce qu'on est un pays plus gazier que pétrolier. D'accord ? Les différentes découvertes, donc aujourd'hui, qui sont deux champs importants. Le champ GTA, qui est au nord, que nous partageons avec la Mauritanie. Et j'insiste encore une fois là-dessus, généralement, quand on a un champ que partagent deux pays, et c'est peut-être ça l'idée de Gorgui quand il disait que souvent c'est source de conflit, eh bien on a eu la chance que le Sénégal et la Mauritanie ont accepté de travailler ensemble sur ce projet-là et d'être à 50-50. C'est encore une fois une réussite africaine. C'est ça la réalité. Parce que d'habitude, effectivement, chaque pays essaie de tirer de son côté et on n'aurait pas pu faire ce projet sur un délai aussi court. Et on a un deuxième champ qui appartient à 100% au Sénégal, qui est du côté de Kayar, qui s'appelle Yakar Teranga. Yakar et Teranga, ça veut dire que ben bi Yakar moy sunu Yakar. Et on pense que ni ak Yakar bobu dina mëna jur Teranga. C'est pour ça que on a celui-là, par contre, il est à 100% du côté du Sénégal. Ça, ce sont les deux champs gaziers que nous avons. Et on a un champ pétrolier qui s'appelle Sangomar, qui est à 90 km au sud de Dakar, qui, lui, va donner certainement, on pense, quelque chose comme 100 000 barils jour de pétrole. Donc, on est un pays plus gazier que pétrolier. Nos réserves nous positionnent à la 5e position africaine. Et donc, ce qui est remarquable est à la 27e position mondiale. Donc, on n'est pas, il ne faut pas penser qu'on va être un émirat, mais en tout cas, on a assez pour pouvoir impulser et nous amener vers l'émergence que nous souhaitons tous de nos voeux.
Donc ça, c'était la première chose que je voulais fixer. La deuxième chose, c'est souvent, ce qui nous pose le plus de problèmes en Afrique, c'est qu'on ne prend pas le temps de définir notre vision. Donc de savoir exactement où on va. Or, il paraît que c'est Sénèque qui le disait, c'est pour faire plaisir à Gorgui, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc, on a défini une vision. Cette vision, j'aimerais que toutes les personnes qui sont là retiennent ça, c'est d'avoir une énergie qui soit disponible, qui soit accessible de tous, qui soit au moindre coût et qui soit respectueuse de l'environnement. Je suis clair? Je m'assure que Mick a bien noté. Hein, parce que donc, une énergie qui soit disponible, qui soit accessible, qui soit au moindre coût et qui soit respectueuse de l'environnement. Tout ce qu'on fera devra garder ça en repérage. D'accord? Une fois qu'on a défini la vision, après, on va développer la stratégie. D'accord? On va en arriver là. Alors, en termes au Sénégal, deuxième chance qu'on a eue, c'est qu'on a mis en place le cadre réglementaire. On a dit, première chose, on met dans la Constitution, je l'ai déjà dit, j'espère qu'à la sortie de cette réunion, tout le monde saura l'article 25 de la Constitution. On a dit, c'est marqué dans notre Constitution, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. On aurait pu dire que ça appartient à l'État. À partir du moment où on aurait dit ça, eh bien, effectivement, vous et moi, on n'aurait pas à poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire de ces ressources? Et l'État pourrait en disposer et faire ce que l'État veut. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. J'aimerais que vous le gardez en tête. C'est dans notre Constitution. Une fois qu'on a dit, voilà ce qu'on veut faire, il a fallu rajouter tout l'arsenal autour de la loi. On a changé le code pétrolier. Et ça, là aussi, je vais insister un peu. Il fallait attirer les gens. Je vous ai dit que les investissements pour l'exploration, ce sont des investissements qui sont lourds. Donc le code pétrolier de 1998, c'était un code qui était attractif pour nous assurer qu'on aurait des gens qui viendraient et qui pourraient nous permettre de découvrir, de faire ces découvertes. On a changé le code en 2019, qui est un peu plus corsé, qui donne un peu plus la part belle au Sénégal, d'accord, dans sa globalité. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on se trompe. Si on n'avait pas eu le code de 98, on n'aurait pas eu les découvertes qu'on a eues. Il faut que ce soit clair aussi dans la tête des Sénégalais. Si tu ne sais pas ce que tu as dans ton champ et que tu n'as personne pour venir forer dans ton champ, il y a des chances que tu ne puisses pas attirer beaucoup de gens. Maintenant, à partir du moment où on sait qu'on a du pétrole, qu'on a du gaz, c'est plus facile de commencer à corser un peu la discussion avec les partenaires potentiels. Ça, c'est un. De deux, il ne faut jamais perdre de vue qu'on est en compétition avec d'autres. Si on a un code pétrolier qui ne tient pas compte de la réalité mondiale, eh bien les gens vont aller investir dans les pays à côté. Ce sera en Mauritanie, ce sera en Gambie, ce sera plus loin. Donc, il faut qu'on soit raisonnable dans jusqu'où on peut aller pour que ça ne soit profitable qu'à nous. Si on est logique, on doit être dans une logique de partenariat. D'accord? J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de discussions qui font penser que, voilà, on a bradé ceci, on a bradé cela. Je le dis maintenant parce qu'il faut que ce soit clair. Je n'ai jamais vu un pays qui s'est développé et il y a une crise dans la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut, s'il y a une rupture dans la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, chacune des deux parties doit faire un effort pour qu'on restaure cette confiance-là. Et nous, notre parti, c'est peut-être d'être un peu plus transparent, de vous dire, voilà ce que nous sommes en train de faire, mais vous aussi, c'est d'essayer de nous comprendre, d'écouter et d'essayer aussi d'aider à améliorer cette communication-là. Donc, mais je n'ai jamais vu ça. Il faut qu'on arrive à ce qu'on puisse se faire confiance entre les deux parties, les gouvernants et les gouvernés. Donc, une fois qu'on a eu ce pétrole-là
et qu'on a commencé à mettre le cadre réglementaire, on a changé le code pétrolier, on a eu une loi, comme vous le savez, sur la répartition des revenus. Et ça, c'est important. Une fois qu'on a commencé l'exploitation, qu'on dise déjà comment on va répartir ces revenus-là. Et encore une fois, un effort a été fait par l'État pour dire qu'on va prendre 90% qu'on va mettre dans le budget, on va prendre 10% pour nous assurer qu'on a mis dans les fonds pour demain et on a mis une partie qui nous permettra de stabiliser au cas où il y aurait une fluctuation, puisque vous le savez, pour le pétrole, on ne maîtrise pas à 100% le prix du pétrole. D'accord? Donc, ça, c'est fait aussi. Et on saura exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et il n'est pas possible aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends aussi, par ailleurs, que nous, on puisse hypothéquer nos revenus futurs en les mettant ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je parle rapidement du CRPP. Pourquoi le Sénégal a décidé d'avoir un contrat de recherche et de partage de la production? D'accord? Il y a déjà une partie qu'on n'aurait pas pu faire. Parmi les différentes possibilités, on n'aurait pas pu dire qu'on va avoir quelque chose qui sera en contradiction avec le fait que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc on n'aurait pas pu faire tout ce qui est concession. Donc on n'aurait pas pu faire un contrat de concession. Si aujourd'hui, nous, on n'avait pas assez d'argent pour dire qu'on va faire toute la recherche aussi, on ne pouvait pas aller vers des contrats de service. Donc ça nous amenait forcément vers un CRPP. Le CRPP qu'on a, c'est un bon contrat. D'accord? Après, on peut challenger, on peut toujours améliorer, mais on a un bon CRPP. Et l'État n'a pas que 10%, je voudrais corriger ça aussi définitivement, l'État n'a pas que 10%. Les 10% que vous entendez, ce sont les 10% de Petrosen quand on a démarré au moment de l'exploration. C'est là où Petrosen, même s'il a donné 0 francs, Petrosen a 10%. Après, Petrosen a la possibilité de monter à 20%, avec le nouveau code de monter jusqu'à 30%. L'État, en plus de ça, a une partie qui lui est réservée lors du profit, lors du partage de profit. Donc, en résumé, sur les deux champs, que ce soit Sangomar ou GTA, l'État a bien plus que 50%. Donc ça aussi, j'aimerais corriger ça et qu'on ne soit pas obligé de reparler de ça. Alors, le contenu local. Le contenu local. Autre chose, on a effectivement une loi sur le contenu local qui vise à ce que les Sénégalais... qui vise à ce que les Sénégalais puissent profiter. Quand je dis Sénégalais, les personnes physiques et les personnes morales puissent profiter au maximum de la création de valeur ajoutée. C'est aussi ça qui est important à retenir. L'État a imposé qu'on ait un objectif d'avoir au moins 50% de contenu local d'ici 2030. Ça veut dire qu'on a la possibilité pour plusieurs entreprises de pouvoir aujourd'hui profiter de la production qui va être liée à ces ressources naturelles. Après, quelque chose de positif, c'est qu'une fois qu'on a du gaz, comme vous le savez, je vous avais dit que la vision, c'était d'avoir une énergie qui soit disponible, qui soit accessible, qui soit au moindre coût. Eh bien, tout le monde se plaint du fait que nos factures d'électricité sont élevées. Eh bien, en remplaçant le fioul qu'on utilise aujourd'hui, qui représente quand même 70% du coût de l'électricité au Sénégal, par du gaz, on a la possibilité de réduire d'à peu près 30 à 40% le prix de l'électricité. Ça va avoir un impact sur chacun d'entre nous au niveau de nos factures, mais aussi, c'est ça qui va permettre aux entreprises d'être un peu plus efficientes, un peu plus productives, et c'est ça qui va amener l'industrialisation. Et c'est ça le cercle vertueux. On a une énergie, le coût de l'énergie qui baisse, forcément il y a plus d'industrie. Quand on a plus d'industrie, on a effectivement plus d'emplois, on a plus d'emplois, on a plus de consommation. C'est ça le bon cercle. Et c'est vers ça que nous tendons. D'accord? Ça, c'est par rapport à l'industrialisation. Mais au même titre qu'on utilise le gaz pour la partie gas to power, vous en avez entendu parler, mais aussi on peut l'utiliser pour ce qu'on appelle gas to industry.
Et toutes les industries qui utilisent beaucoup d'énergie vont pouvoir voir le coût de leur énergie baisser. Et donc, on espère qu'on aura de plus en plus d'entreprises, on aura de plus en plus d'industries. Au-delà des 700 milliards qu'on va tirer comme revenus de l'exploitation, surtout ce qui est important, c'est ce qu'on va créer comme industrie. C'est là où on va faire la différence. Et le dernier exemple, et je vais finir avec ça, c'est qu'on peut utiliser le gaz pour aller vers de l'urée. Vous en avez tous entendu parler. On a un des plus grands projets du Sénégal, onshore, puisque les deux autres projets, qui sont de très grands projets, sont au niveau de la mer. J'ai parlé de GTA et de Sangomar. On parle de 6 milliards de dollars. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Mais l'autre projet, qui est un projet important, est géré par M. Farindo. Je vais vous demander quand même de l'applaudir. Alors, c'est un projet pour faire de l'urée, d'accord? C'est un projet qui va coûter au Sénégal à peu près 1,5 milliard de dollars. Et ce sera la première fois, et ça c'est important, ce sera la première fois qu'on a un projet aussi important et il va être géré que par des Sénégalais. C'est un projet pour les Sénégalais, par les Sénégalais. Et on parle de 1,5 milliard de dollars. Qu'est-ce que ce projet-là va permettre de faire? Ce projet va nous permettre de produire 1,2 million de tonnes d'urée. Mesdames et messieurs, je ne peux pas m'empêcher de vous demander d'applaudir Ismaël Lo qui vient d'arriver. Très bien. Et donc on va faire 1,2 million de tonnes. Aujourd'hui, il faut savoir que l'engrais au Sénégal, même si l'État le subventionne à hauteur de 40 milliards chaque année, coûte encore beaucoup trop cher pour nos agriculteurs. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand vous allez au nord, où on va consommer à peu près 150 à 200 kilos par hectare, quand vous venez ici, bon, je vais laisser le grand Iso dire bonjour quand même. Oui, grand Malaisien. Et donc, l'idée c'est aujourd'hui d'avoir cette usine d'urée qui va nous permettre non seulement d'approvisionner nos agriculteurs, ce qui va leur permettre eux aussi de produire un peu plus que ce qu'ils font, et on atteindra l'autosuffisance alimentaire par ce biais. Ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est que je vous ai dit, on a 1,2 million de tonnes qu'on va produire. On a besoin de 100 000, 150 000 tonnes au Sénégal. Le reste, on va pouvoir l'exporter. Et donc, on va pouvoir inverser encore une fois la balance des paiements. Plutôt que nous d'importer, on va exporter vers des pays tels que le Brésil, tels que les États-Unis, bien sûr Mali, Burkina, donc la sous-région. Et c'est ça le bon schéma, encore une fois. C'est qu'on arrête, nous, d'importer des choses, mais qu'on soit capable d'exporter et qu'on fasse rentrer des devises. Et ça, moi, je vous dis que c'est possible. Ce projet, depuis le début, il est géré par Fari. D'accord? Fari est celui qui a écrit l'or noir du Sénégal. Donc, il avait la possibilité quand même, il comprend comment ça fonctionne. Et il avait la possibilité de travailler ailleurs. Il a accepté de venir travailler au niveau de Petrosen et de gérer le projet aujourd'hui qui, pour moi, encore une fois, est un bon exemple de réussite pour nous vers une industrialisation où on aura beaucoup de Sénégalais qui vont travailler et qui va surtout appuyer l'agriculture qui doit nous permettre d'avoir une autosuffisance alimentaire et donc de pouvoir nourrir les Sénégalais sans qu'on ait à importer du riz ou tous les autres aliments dont nous avons besoin. Donc, c'était pour ouvrir le panel. Simplement, je vais laisser bien sûr à tous mes panélistes, Ibrahima, merci, je vais laisser à tous mes panélistes me rejoindre aujourd'hui et discuter, donc chacun dans son domaine, de ce sujet-là. On va parler de comment on va s'assurer qu'on aura la meilleure exploitation possible de nos ressources naturelles
Et après, comme je vous l'ai dit, je vais laisser la possibilité aussi aux discutants qui sont à la salle de donner eux aussi leur input et puis vous donner aussi la possibilité de poser certaines questions. Merci de votre attention. Je vais demander à mes panélistes de venir. Donc, j'ai Aïda Diop, Aïda, j'ai Abdoulaye Ly, j'ai Serigne Mboup, j'ai Demba Seydi et j'ai Cheikh Touré. Cheikh Thiou. Ah bon, d'accord. Prends une chaise là-bas, à côté de vous. Aïda, comment vas-tu? Ça va bien? Ok, je veux que je commence avec toi. C'était juste pour le premier panel, comme nous deuxième de thème, mais c'est bon, je peux rester jusqu'à la fin. Ok, donc toi tu étais sur quel panel? Ok, tu veux que je commence? 10 minutes sax même dafa long moom dafa 10 minutes pour que ñu jëlee temps. Très bien. Madame, il n'y a pas de projection. Grand résumé. D'accord, allons-y. J'ai avec moi donc on va essayer de faire quelque chose qui ait du sens dans cette discussion parce qu'on a beaucoup de sachants et on doit s'assurer que le message soit clair. Donc on va essayer de donner 10 minutes à chacun de ces sachants. C'est extrêmement difficile. 10 minutes, ça, 7, d'accord. Donc bon, Gorgui, on va essayer. Mais voilà. Ok, donc on va donner 7 à 10 minutes à chacun.